Pour les villageois des côtes des Philippines, avril est le mois le plus chargé de l'année. C'est le début de la saison où des millions d'alevins de chanidés envahissent les eaux côtières. La date de leur arrivée est prévisible grâce aux phases de la lune. À longueur de nuit, les villageois pratiquent la capture des alevins pour augmenter le revenu familial. À l'aube, d'autres membres de la famille prennent la relève. La migration est à son comble. Le cycle biologique du chanidé est peu connu. L'adulte est rarement vu à l'état sauvage. Les alevins fréquentent les côtes pluvieuses des îles. Ils arrivent par bancs immenses jusqu'aux côtes sablonneuses et peu profondes, puis pénètrent dans les baies et les estuaires intertidaux. L'alevin du chanidé mesure entre 12 et 15 mm. Exception faite de ses yeux, il est presque transparent. Les alevins qui échappent au filet des villageois disparaissent. Certains survivants reviendront à l'état adulte dans 6 ou 7 ans, prêts à frayer. Le reste de l'histoire des chanidés demeure un mystère. Cependant, les Philippins maîtrisent depuis longtemps l'alvinage en étang, comme le signalait l'explorateur portugais Fernand de Magellan au cours de son voyage aux Philippines en 1521. Puisés dans l'eau salée, les alevins s'adaptent facilement aux étangs d'eau saumâtre intertidaux. 6 mois plus tard, le bangus, comme l'appellent les Philippins, est prêt à être récolté. Ce poisson succulent, au flanc et au ventre opalin, jouit d'une grande popularité chez les pisciculteurs d'Asie parce qu'il est facile à élever. Il s'adapte aux diverses conditions de température et de salinité de l'eau. Une fois établi, il se nourrit des ressources naturelles telles les algues qui coûtent presque rien aux pisciculteurs. En Asie, plus de 250 000 tonnes métriques de ce poisson sont récoltées chaque année. Le chanidé est connu dans un grand nombre de mers et océans. Son histoire scientifique commence dans la mer Rouge, où il fut découvert en 1775 par un savant scandinave qui lui donna le nom latin de Chanos chanos. On le trouve encore dans ces eaux, ainsi que sur les côtes de l'Afrique orientale. On a signalé sa présence dans de grandes étendues des océans Indien et Pacifique, du sud du Japon jusqu'à la Nouvelle-Zélande, et plus à l'est jusqu'au golfe de Californie et sur la côte du Mexique. Toutefois, le chanidé est particulièrement abondant dans les eaux de l'Asie du Sud-Est, où l'on compte actuellement près d'1 demi-million d'hectares de viviers. Ce poisson fait l'objet d'une industrie de plusieurs millions de dollars concentrée à Taïwan, en Indonésie et aux Philippines. Dans les Philippines seules, les élevages couvrent une superficie totale d'environ 200 000 hectares. L'industrie du chanidé emploie au moins 1 million de Philippins, depuis les pêcheurs qui capturent les alevins jusqu'aux pisciculteurs, distributeurs et restaurateurs. Les Philippins sont de grands consommateurs de chanidé ou bangus. Ils sont là avant l'aube pour marchander et obtenir le poisson le plus frais au meilleur prix. Au total, le chanidé représente environ 15% des protéines consommées par la population croissante des Philippines. Malgré la popularité et le succès commercial de ce poisson, l'industrie du chanidé aux Philippines n'a pas encore exploité tout son potentiel. En comparaison avec celle des autres pays asiatiques, la production reste limitée et les rendements sont faibles.
Les pisciculteurs des Philippines se heurtent souvent au problème le plus important en aquaculture, la fiabilité de l'approvisionnement en alevin. L'approvisionnement en alevin est saisonnier et irrégulier. Les éleveurs doivent payer des prix élevés ou acheter des stocks situés à des centaines de kilomètres. Les concessionnaires ont également des problèmes. Chaque année, ils doivent payer pour obtenir un permis qui les autorise à acheter et à vendre les alevins sur une certaine partie du littoral. Étant donné que les alevins n'abondent que durant 2 ou 3 mois de l'année et que les concessionnaires ne sont pas certains d'obtenir leur permis l'année suivante, ils pratiquent une pêche intensive qui compromet les approvisionnements futurs. Par ailleurs, les populations d'alevins peuvent être décimées par des orages ou la pollution des eaux côtières. Du fait des méthodes de triage traditionnelles, d'autres espèces estimées sont souvent rejetées. Malgré leur taille minuscule, les alevins du Chanidé sont très robustes. Ils peuvent survivre sans nourriture dans ces bacs durant une période de 6 à 7 jours. Mais, après leur transfert en étang, la mortalité infantile est énorme. Tant qu'ils n'ont pas dépassé 3 mois, ils constituent pour les pisciculteurs un investissement très risqué. Et sur un total d'1,1 milliard d'alevins capturés chaque année aux Philippines, à peine plus de la moitié franchissent le stade de 3 mois. À défaut de meilleures méthodes d'élevage et d'un approvisionnement plus fiable, l'industrie du Chanidé aux Philippines ne pourra jamais atteindre son potentiel de production. En 1973, le Centre de développement des pêcheries du Sud-Est asiatique, CIFDEC, a créé un département d'aquaculture pour tenter de résoudre ces problèmes. Une station de recherche fut établie au cœur de la région d'élevage du Chanidé, près d'Iloilo, sur l'île Panay. Depuis 1975, le Centre de recherche pour le développement international, organisme canadien, subventionne les recherches du CIFDEC sur le Chanidé. Dès la mise en œuvre de son programme de recherche, le CIFDEC s'est penché sur le problème de l'approvisionnement en alevins. Les chercheurs commencèrent par élever en bassin et en étang les alevins de Chanidé capturés au large afin de tenter la reproduction en captivité. Comme le Chanidé, selon les estimations courantes, met 6 à 7 ans pour atteindre la maturité sexuelle, les chercheurs ont décidé de se procurer des géniteurs directement dans la mer. Des chanidés adultes sont parfois pris dans les filets des pêcheurs aux périodes de pleine lune ou de nouvelle lune. Ils sont alors prêts à frayer. Bien que la loi oblige les pêcheurs à les rejeter à la mer, les chercheurs furent autorisés à s'entendre avec eux pour conserver un certain nombre d'adultes à des fins expérimentales. Nul n'avait encore réussi à provoquer la reproduction du chanidé en captivité. Les chercheurs savaient que le phénomène biologique qui déclenche le frai chez le chanidé, comme chez tous les poissons, est la gonadotrophine, hormone sécrétée par la glande pituitaire. Mais l'approvisionnement en adultes était limité. L'équipe philippino-canadienne a tenté cette expérience avec une solution hormonale qui comprenait de la poudre d'hypophyse de saumon, préparée au Conseil de recherche de la Colombie-Britannique au Canada. Le succès vint couronner 2 années de travaux préparatoires. Le 14 avril 1977, un chanidé femelle capturé a reçu une injection de cette hormone. Le lendemain, elle commençait à pondre et on a extrait les œufs. Les œufs furent fécondés et après une période d'environ 36 heures, les larves commencèrent à éclore. Pour la première fois, des savants réussissaient à provoquer la reproduction du chanidé en captivité.
Les travaux sur la reproduction ne représentaient qu'une partie du programme du CIFDEC. Les chercheurs ont aussi tenté d'établir le cycle migratoire du chanidé sauvage. Ils ont placé un émetteur électronique dans la bouche des poissons et ils les ont relâchés. Les chercheurs ont observé que le dépistage électronique était difficile dans les eaux parsemées de récifs de corail. Mais ils savent maintenant que l'itinéraire migratoire du poisson suit généralement une ligne parallèle au littoral. Bien d'autres études ont été effectuées pour mieux connaître le cycle biologique du chanidé. L'équipe de recherche a tenté de suivre les alevins pour remonter jusqu'à la frayère. Les œufs de chanidé ont toujours été difficiles à trouver. La première identification scientifique a eu lieu dans les années 20 dans la mer de Java, mais les œufs découverts alors étaient au nombre de 15 seulement. L'équipe du CIFDEC a connu plus de succès. Durant une campagne de dépistage qui a duré 5 ans, elle a pu collecter 1700 œufs de chanidé, ce qui l'a rapproché un peu plus des mystérieux emplacements des frayères. Des observations de chanidés en période de frai, sautant librement à la surface des eaux peu profondes de certaines îles, ont rapproché encore les chercheurs de leur but. Mais pas suffisamment. La véritable histoire du chanidé reste un mystère que la mer refuse de révéler. L'équipe de recherche a fait des progrès soutenus dans ses études sur la reproduction des chanidés sauvages capturés par les pêcheurs. Le poisson est très excitable et le stress de la manipulation peut lui être fatal. L'équipe a mis au point des méthodes de transport qui ont permis de réduire le taux de mortalité dû au stress de la manutention. Pour transporter le chanidé en toute sécurité jusqu'au centre de recherche, sur des distances de 20 km par exemple, on le place dans des cages flottant doucement dans l'eau. Étant donné que les stocks de géniteurs sont saisonniers et très incertains, chaque spécimen est soigneusement manipulé. On a également mis au point une méthode spéciale pour transporter le poisson hors de l'eau. Les chercheurs n'ont cessé de perfectionner les techniques de reproduction provoquées et ils ont commencé à normaliser leur méthode. Une fois la femelle identifiée, on vérifie si elle est en période de frai. Après cette vérification, la femelle est replacée avec soin dans le réservoir pour se reposer. Quelques heures plus tard, les femelles reçoivent leur première injection de solution hormonale, suivie d'une seconde injection 12 heures après. Environ 12 heures après la dernière injection, les femelles commencent à pondre et on extrait progressivement leurs œufs. Le chanidé est un poisson extrêmement prolifique. Certaines grosses femelles portent jusqu'à 7 millions d'œufs. Pour le cas où l'on ne disposerait pas de mâles vivants, les chercheurs prélèvent régulièrement le sperme trouvé dans les poissons disséqués. Conservé par réfrigération, il servira lorsqu'on aura d'autres œufs à féconder. Les assistants de recherche ont appris les méthodes qui assurent le mélange parfait des œufs et du sperme. Ils ont appris à obtenir les meilleures conditions d'incubation. Il était important de mettre au point ces techniques de reproduction provoquées. Cependant, les chercheurs savaient que les expériences de reproduction ne résolvaient pas le problème de la survie des alevins. Ils ont étudié les maladies des alevins et les effets du degré de salinité, de la composition et de l'abondance des repas. Ils ont pu confirmer que l'alevin consommait des zooplanctons, tels que l'artémia et le rotifère, leur nourriture favorite.
Ce zooplancton se nourrit de phytoplancton, notamment le chlorelle. On a étudié les différents taux de fertilisation et les conditions qui favorisent la culture de cette plante microscopique. Les résultats de ces études aideront à mettre sur pied un système d'alimentation rentable pour les futures alvinières de Chanidé. Entre-temps, on a poursuivi le programme d'élevage à partir d'alevins sauvages. Les poissons ayant atteint une taille jugée suffisante étaient transférés dans des cages flottantes installées dans des zones abritées en pleine mer. On espérait que cet environnement plus naturel permettrait aux jeunes d'atteindre en captivité le stade de la maturité sexuelle. Fabriquées sur place, ces cages sont de beaucoup supérieures aux enclos utilisés antérieurement. Les filets dont elles sont munies permettent de sortir les poissons sans difficulté. Les chanidés confinés dans ces cages n'ont pas tardé à s'apprivoiser et à attendre la nourriture à certaines heures de la journée. Une distribution lente de granulés permet aux poissons de consommer presque tous les aliments déposés dans les cages. Un régime alimentaire équilibré et riche en protéines joue un rôle prépondérant dans la maturité sexuelle du poisson. L'équipe a surveillé le développement des poissons tout au long de leur croissance. On a utilisé des registres pour la consignation de leur taille et de leur poids, et l'on a procédé régulièrement à des prises de sang pour constater la présence et le niveau de développement des hormones naturelles qui annoncent la maturité. Des implants d'hormones à résorption lente ont été effectués sur quelques poissons pour hâter la maturation gonadique et provoquer la ponte. Les résultats obtenus ont été en majorité négatifs, probablement à cause du stress créé par la manipulation. Cependant, on a mis plusieurs cages à l'abri de toute perturbation, dans l'espoir que la ponte se produirait naturellement. Des filets à plancton ont été placés en aval des cages afin de collecter les œufs. En août 1980, après avoir remarqué la présence d'œufs à la surface, on a retiré les filets à plancton. Pour la première fois dans l'histoire du chanidé, des femelles pondaient naturellement en captivité. Phénomène également intéressant pour les chercheurs, au moment du frai, les poissons avaient environ 4 ans, alors qu'à l'état sauvage, ils n'auraient pas atteint la maturité sexuelle avant l'âge de 6 ou 7 ans. On espère que les résultats du CIFDEC sur la reproduction déboucheront bientôt sur l'établissement d'alvinières de chanidés où des cages flottantes au large et des bassins d'alvinage en béton sur le littoral permettront de constituer des stocks de géniteurs. Ces bassins se prêtent mieux à la collecte des œufs que les cages flottantes. Toutefois, la ponte naturelle est saisonnière. La stimulation hormonale peut donc jouer un rôle important en fournissant des alevins pendant toute l'année. Ces initiatives futures doivent être fondées sur des recherches écologiques plus poussées. On a besoin de mieux connaître les frayères naturelles et l'itinéraire migratoire des alevins. Ces travaux aideront les chercheurs à déterminer l'emplacement des futurs élevages de chanidés. Ces lieux doivent compléter, et non concurrencer, la capture et la distribution d'alevins dont environ 200 000 Philippins tirent au moins une partie de leur revenu annuel. Le choix final de l'emplacement des élevages sera recommandé par le Programme national d'élevage du chanidé aux Philippines, qui procède actuellement à l'aménagement de stations de recherche dans l'ensemble du pays et projette d'intensifier l'exploitation des frayères naturelles. Toutefois, la simple amélioration des approvisionnements en alevins ne suffit pas pour augmenter les rendements de chanidés aux Philippines. L'aménagement de nouvelles zones d'élevage ne constitue pas non plus la solution optimale, étant donné que les étangs sont normalement construits dans les mangroves,
où viennent frayer un grand nombre d'espèces marines. La destruction extensive de ces mangroves risque de porter préjudice aux autres secteurs de l'industrie de la pêche aux Philippines. Ces problèmes ont poussé le CIFDEC à lancer une deuxième phase de recherche axée sur l'intensification plutôt que sur l'extension de la culture du chanidé. Autrement dit, sur l'augmentation du rendement par hectare. On expérimente divers types de viviers. Par exemple, les étangs à 2 niveaux. Le niveau supérieur est idéal pour la culture des algues et le niveau inférieur sert d'abri aux poissons qui recherchent la fraîcheur des profondeurs lorsqu'il fait chaud. Le CIFDEC tente d'améliorer les mesures de contrôle de l'eau des étangs. On met à l'essai des portes préfabriquées en béton armé, munies d'un grillage de protection contre les prédateurs. Les chercheurs tentent également d'affiner les méthodes d'entretien des étangs entre la récolte et l'empoisonnement. Notamment la vidange et l'assèchement pour éliminer les prédateurs. L'emploi de chaux pour ajuster l'acidité du sol. Le choix de l'engrais propre à stimuler la croissance du lablab, riche mélange d'algues bleues et de zooplancton dont se nourrit le jeune chanidé. Les systèmes de culture font l'objet d'autres recherches, comme par exemple l'élevage mixte de chanidés et de crevettes, ainsi qu'un système intégré d'élevage associant poules et poissons, où les poules fertilisent les étangs tout en produisant des œufs. Mais les résultats de ces recherches sur les techniques de construction et de gestion des étangs ne seront pleinement utilisés que si l'on réduit le taux de mortalité des alevins. Une telle amélioration dépend de la qualité du transport des alevins dans des conteneurs remplis d'eau oxygénée et protégés du soleil. Et les alevins doivent être placés très soigneusement dans les étangs d'alvinage, afin d'éviter tout choc dû au changement brusque de température. En utilisant ces bonnes méthodes de manipulation, en assurant une alimentation suffisante et en contrôlant la température et la salinité de l'eau des étangs d'alvinage, il est certain qu'un plus grand nombre d'alevins survivront et qu'ils pourront ensuite être transférés dans des étangs de grossissement. Les jeunes chanidés peuvent aussi prospérer en eau douce. Les travaux de recherche du CIFDEC sur la reproduction et la survie des alevins ont été étendus à Laguna de Bay, lac d'eau douce de 90 000 hectares près de Manille. Là, au cours des 10 dernières années, on a construit plus de 15 000 hectares d'enclos. C'est l'une des entreprises les plus remarquables dans l'histoire récente de l'aquaculture. Le chanidé se nourrit directement du riche phytoplancton de cette eau. Il peut passer de la taille de jeune à la taille marchande en 5 ou 6 mois. Au total, ces enclos permettent d'obtenir au moins 20 000 tonnes métriques de poissons chaque année, soit 20% de toute la production aquicole du pays. Les travaux du CIFDEC sur l'élevage du chanidé ne sont pas encore suffisamment avancés pour que les éleveurs puissent en profiter pleinement. Cependant, les résultats des recherches permettront de multiplier les rendements des petits éleveurs et de doubler la récolte des grandes exploitations. Pour plus de la moitié de la population des Philippines, l'apport quotidien de protéines est inférieur au niveau minimum indiqué par les Nations Unies. Or, le bangus est un aliment que les Philippins ont les moyens d'acheter.
Ainsi donc, les recherches sur le chanidé peuvent contribuer à corriger cette insuffisance protéique. Il s'agit d'augmenter la production pour répondre à une demande toujours croissante. Et la demande est particulièrement évidente. Dans les capitales provinciales et à Manille, des restaurants se spécialisent dans les plats de bangus. Le chanidé est très estimé partout. À ce stade de la recherche, il reste encore beaucoup à découvrir sur les habitudes du mystérieux chanidé sauvage. Cependant, les résultats intéressants obtenus sur sa culture aux Philippines profiteront non seulement aux peuples côtiers et aux éleveurs de ce pays. Ces résultats seront peut-être un jour appliqués dans les immenses zones côtières inexploitées des autres régions du sud-est asiatique, ce qui permettra de multiplier les surfaces consacrées à l'aquaculture.